Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles, chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une intelligence de mon pays. Il s'agit du coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il s'agit donc de M. Jonas Tchombela. Bonjour, M. Jonas Tchombela. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. En quoi est-elle différente de l'ancienne société civile? Elle est différente de l'ancienne société civile du fait que c'est une société civile de proximité, engagée auprès de citoyens ordinaires, engagée auprès de ceux qui n'ont pas la voix, et elle tente de leur donner la voix et de faire passer, remonter la voix de ceux-là auprès de ceux qui dirigent. L'autre différence est dans nos statuts qui disent que la nouvelle société civile congolaise ne peut pas se servir des autres comme marche-pied. Donc nous, on ne veut pas se servir des autres comme marche-pied. Et les autres aussi ne se servent pas de vous comme les autres aussi ne peuvent pas, nous ne pouvons pas aussi nous-mêmes accepter. Ça s'appelle chez nous les lignes rouges qu'il ne faut jamais franchir. Et la nouvelle société civile congolaise n'a pas un agenda d'accéder au pouvoir ni de faire conserver quelqu'un le pouvoir. Voilà notre différence et il est là. Et c'est une société civile de participation citoyenne qui a un engagement citoyen. Et c'est d'ailleurs cela qui fait que la différence soit entre nous et les autres. Là où les autres peuvent se taire, là où nous pouvons dire non, nous sommes capables de le faire. Là où nous pouvons dire aussi oui, nous sommes capables de le faire. Donc nous sommes ni pour l'opposition, ni pour la majorité. Vous en êtes vraiment sûr, M. Jonas Tchombela, parce qu'on nous dit souvent que la société civile est inféodée. Il y a la nouvelle société civile, elle, majorité présidentielle, et une société civile, elle, opposition. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que non, vous n'avez aucune tendance. Êtes-vous réellement neutre? Tchombela, comme individu, il doit voter un jour. Donc, mon opinion n'a rien à faire avec la structure que je dirige. Ça veut dire que je voterai quand même un citoyen congolais, une citoyenne congolaise. Mais cela n'influence pas le ça ne doit pas influencer, c'est ça la différence que je vais faire. Maintenant, entre le mal et le bien, il ne faut pas nous demander d'être du côté du mal. Là, on ne fera pas la neutralité. Donc, tout ce qui va dans le sens des intérêts de la population congolaise, rassurez-vous que nous serons derrière. Et de quoi est composée cette société civile? Bon, la nouvelle société civile, elle est sur l'ensemble du pays. Elle est faite des organisations de la société civile, donc des organisations de la société civile, des ONG de droits de l'homme, ceux qui s'occupent de la démocratie, ceux qui s'occupent des élections, ceux qui s'occupent de l'agriculture, les églises. C'est une grande plateforme nationale qui a près de 300 associations à son sein, plus des individualités. Donc vous êtes une forme de pression aussi. C'est une force de pression, d'ailleurs, de lobbying. C'est un lobbying, fort lobbying. Vous exercez ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute? Mais nous avons eu quand même à obtenir le départ du leadership de la CENI par la pétition que tout le monde connaît dans la ville ici. Donc nous exerçons ce travail-là parce que nous estimons que c'est notre contribution à l'ancrage de valeurs démocratiques dans notre société. Donc c'est un lobbying réel et aussi un espace de pression. Donc, qui n'est pas à confondre avec l'espace de conquête ou de conservation du pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous entrons donc de plein pied dans la rétrospective de la semaine. Donc, nous allons l'ouvrir, mesdames et messieurs, vous l'avez sans nul doute deviné par le sport. Vous avez vu aussi que M. Jonas Tchombela est très patriote, donc l'écharpe de la RDC. Comme vous le savez, la RDC joue ce final aujourd'hui, la finale du CHAN aujourd'hui. Et donc, nous leur souhaitons vraiment en bonne chance. Et en ce dimanche, donc, les Léopards disputeront la finale du CHAN. Donc, nous vous proposons les réactions des sportifs quinois face à notre qualification à la finale. Notre rédaction a réfléchi aussi sur le classement actuel de la FIFA et la visite du président Joseph Kabila dans les stades municipaux. Gardien Matampi. Et l'arrêt de Laïba Tampi! L'arrêt de Laïba Tampi qui offre la victoire et la finale à la République démocratique du Congo. Son deuxième arrêt de la séance des tirs au but. Vous le savez, les Léopards de la RDC disputeront pour la deuxième fois la finale du championnat d'Afrique des Nations le dimanche prochain. Face à cette qualification, quelques dirigeants sportifs ont réagi en ces termes. C'est un sentiment de nationalisme. Moi, j'étais heureux de voir combien tous les Congolais de tous bords étaient là où j'étais. Moi, j'ai vu les gens qui souvent dans la vie quotidienne se manifestent par des différences par rapport à leur appartenance religieuse ou politique même. Mais c'était
un élément fédérateur. Mais c'est le symbole de la cohésion nationale. C'est le symbole de la mise en commun. Chacun oublie ses préoccupations personnelles. Chacun oublie ce qui se passe dans son église, dans son parti politique. Tout le monde se met autour de cette préoccupation. La fierté nationale. Le nationalisme a régné hier. Vous savez, la Guinée a toujours été une très très grande équipe et qui joue bien au ballon. Et c'est vrai qu'elle nous a donné du fil à retordre. Dieu merci. Nos jeunes léopards sont venus à bout. On prévoyait que ça allait être un match très difficile. Et ça a été réellement un match très difficile. Félicitations à tout le monde, félicitations aux joueurs qui se sont battus, félicitations au coach Florent Ibenge qui continue à prouver qu'il a de la matière dans sa tête. C'est vrai qu'on pourra toujours sabler notre champagne, nous Congolais, parce que nous sommes soit champions, soit vice-champions d'Afrique. Pour rappel, les léopards de la République démocratique du Congo ont éliminé la Guinée aux séances des tirs au but. Et la finale à la République démocratique du Congo, son deuxième arène, la séance des tirs au but. Mais qui aura été attentif. Attention, c'est le ballon, Bobonga, au but. Sur le plan mondial, la sélection congolaise occupe la 57e place s'agissant du classement FIFA février 2016. Sur le plan africain, les sommets restent occupés par la Côte d'Ivoire, suivi du Cap-Vert qui a pris la place de l'Algérie et du Ghana. Faisant tous partie du top 20 africain, la RDC et les Mali qui vont s'affronter ce dimanche à l'occasion de la finale de la 4e édition du CHAN, compétition non prise en compte par la récente publication, auront à démontrer aux yeux du monde en général et du continent noir en particulier leur mérite car les deux nations ont gagné des places dans les nouveaux classements FIFA. Quant aux chances de ces deux sélections, à savoir les léopards de la RDC et les aigles du Mali, les pronostics restent très serrés. De l'avis de certains observateurs, les léopards vont se battre pour confirmer leur suprématie face aux aigles du Mali qui dépassent au classement mondial avec plus ou moins 10 points d'écart. Ajoutez à cela leur expérience dans les différentes participations au CHAN avec un sacre lors de la première édition organisée en 2009 en Abidjan, sans compter l'expertise de Florent Ibenge et de ses poulains déterminés à marquer l'histoire sur les sols rwandais des bout à l'autre. Mais cela ne fait nullement oublier aux sportifs les qualités et mérites des aigles du Mali qui, depuis le début de la 4e édition de la cadette des compétitions de la FIFA, n'a jamais perdu face à ses différents adversaires. Et c'est dans ces mêmes lots qu'on signale les savoir-faire, la maîtrise et les caractères percutants des joueurs maliens qui font d'eux, désormais, l'un des élites du football africain. En tout état de cause, la RDC, 57e nation au monde face aux Maliens, qui occupe la 68e place, reste l'équipe ayant la meilleure attaque de la compétition avec 11 buts marqués par 7 différents joueurs parmi lesquels les attaquants, défenseurs, les milieux du terrain et même les stoppeurs. C'est pour dire, la RDC reste imprévisible. Première étape de cette visite, le stade municipal de Barumbu. Ici, les travaux sont dans leur phase de finition. Le président de la République va inspecter l'ouvrage de fond en comble, histoire de s'assurer que ses instructions ont été respectées. L'œuvre s'avère une fierté pour la population de ce coin qui ne cache pas sa satisfaction. Le président Nabiso ya mboka makambo azosala pona mboka Nabiso aza jeune do aza la vision ba jeune Rais Kabange fo umela batikela eta umela libela po asa abiso jeunesse to se retrouver na kati ya mboka vraiment to sepeli makasi umela eleki ba stade nyonso umela libela. De Barumbu, destination Matete au stade municipal Papa Kembo. Accompagné du Premier ministre, du ministre de Sport, mais également du bourgmestre de cette commune, Joseph Kabila va s'atteler au même exercice. Dernière étape de cette inspection du Raïs, commune de Bandalungwa. Ici, les travaux ont pris du retard, car cela ne tienne, l'ordre a été donné pour accélérer les choses.
Nous sommes vraiment très honorés de recevoir le chef de l'État ici à Bandalungwa, qui est passé pour visiter le terrain municipal qui est en construction. Vraiment, c'était une surprise. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la demi-finale qui va se jouer. Donc pour nous, cette visite s'inscrit dans le cadre de la victoire qui va être la nôtre. Nous sommes sûrs qu'avec ce passage, nous allons être qualifiés. Partout où il est passé, l'homme était à son aise, au milieu d'une foule qui ne cessait de l'ovationner. Ceci pour prouver leur approbation à l'action de Kabila, déterminé à marquer son temps par des actes palpables. Jonas Tchombela, est-ce que le foot pour vous est vraiment ou réellement un élément de cohésion nationale? C'est un élément fédérateur qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'appartenance à une certaine famille. C'est pour cette raison d'ailleurs que de temps en temps, nous on s'insurge lorsque le parti politique tente de récupérer ces événements sur le plan politique. Ici, il s'agit du foot, l'unique élément qui continue à garder l'unanimité autour de tous les Congolais, qui met tout le monde ensemble, c'est le foot actuellement. Le sport, nous allons dire, les politisés risquent d'être encore un danger. Donc nous fustigeons ces comportements de politisation de ces milliers qui nous réunissent, au moins qui nous donnent un peu du plaisir au-delà de nos multiples préoccupations et difficultés au quotidien que nous sommes en train de vivre. Donc c'est le lié, ça devait aussi nous interpeller pour savoir est-ce que ce n'est pas l'occasion de... Nous sommes en train de réussir dans ces domaines-là sans coloration. Est-ce que dans d'autres domaines, on ne peut pas en faire autant? C'est vrai que vous êtes aussi un élément de pression de lobby. Est-ce que Jonas Tchombela ne peut pas faire ce lobby-là pour qu'un jour le CHAN, ne fût-ce que le CHAN, soit organisé aussi en République démocratique du Congo? Nous sommes une grande nation de sport, mais on n'a jamais organisé ni la CAN ni le CHAN. Je crois que l'infrastructure est en train d'être mise sur pied. Ça fait partie des éléments d'appréciation pour qu'une coupe ou une compétition de ce niveau-là soit organisé dans notre pays. Il appartient au gouvernement, aux autorités qui ont la charge de cette institution, de mettre tout en œuvre, qu'on ait une politique nationale, parce que nous devions en principe, nous, la RDC, avoir au moins un stade, des stands internationaux dans chaque province, par exemple. Ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Donc, il y a encore du pain sur la planche et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc, le plaidoyer, on peut le faire, mais en retour, il faut que nous soyons conséquents de recevoir ces compatriotes qui viennent à travers le monde. Nous ne pouvons pas... Nous sommes un peuple hospitalier, Jonas Tchombela. Oui, c'est connu, nous ne sommes pas si méchants. Les Congolais reçoivent tout le monde. Mais il y en a même qui vivent sans papier chez nous des années et des années. Il y en a même qui sont Congolais sans en avoir même de papier. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, l'infrastructure sont des éléments essentiels. Accepter les autres n'est pas mauvais, mais je pense que les jours à venir, le Congo risque de surprendre si on continue à investir dans ce domaine, parce que c'est l'unique domaine où on peut rechercher la paix, où on peut rester côte à côte, quand hier on ne pouvait pas se parler, mais au moins une fois, on peut parler ensemble. Donc c'est l'image même de l'unité du pays qui est mise en exergue. Donc il est temps que les Congolais prennent conscience de cette image qui nous unit au moins. Au nom de notre alma mater, notre propre pays, nous devons accepter. Votre pronostic pour ce match de mais les Léopards doivent gagner. Je n'ai pas de choix. Je crois que je suis désolé de mes frères amis maliens, mais ils doivent subir la loi du sport et qui doit être imposée par la RDC. C'est ça, tout le monde le sait. Et le coaching d'Ibenge, comment vous le trouvez? Je crois que c'est un monsieur qui est en train de surprendre. Voilà encore l'effort local. Ce qui croit que nous en avons eu dans ce pays des entraîneurs internationaux qui ont eu beaucoup de sommes d'argent pour notre pays, mais voilà un Congolais qui est en train de faire preuve quand même d'une bonne cohésion. Il a compris ce qu'il doit faire. C'est un exemple, un modèle. Je crois que c'est un monument qui est en train d'inscrire son nom dans l'histoire du monde sportif pour notre pays. J'espère que l'histoire le reconnaîtra ça et nous sommes déjà fiers de lui. Par rapport aux stades municipaux, est-ce que la construction de ces stades municipaux, Jonas Tchombela, impactera sur la nouvelle génération par rapport au foot? Je crois que, parce que nous aspirons à être vraiment une grande nation de foot qui incarne cette philosophie. Vous savez, la RDC, notre pays, quand vous allez dans d'autres pays, au Ghana, vous allez... je me souviens un jour, j'étais au Malawi, mais les gens ont une image d'un grand pays fort. Un jour, je me retrouve en Arabie Saoudite, mais il y a ces gens-là qui veulent venir ici chez nous. Je dis que nous avons encore de pauvres chez nous, ils ne croient même pas.
Donc je pense qu'il y a un problème à faire pour le cas de notre pays. La construction là ne devrait pas s'arrêter à Kinshasa parce que finalement le Congo n'est pas Kinshasa. Il faudra aussi que ça aille à l'intérieur du pays. Il faudra qu'on pense à des stades, des stands internationaux pour que finalement on puisse arriver à au moins prétendre organiser cela. C'est déjà un pas dans l'encadrement de la jeunesse, mais aussi il faut qu'il y ait des écoles. Il ne faut pas que les gens jouent dans la rue, qu'il n'y ait pas des écoles d'encadrement. Il faudra qu'on pense à de meilleures écoles de foot pour que finalement, un jour, on puisse prétendre avoir même, pourquoi pas la Coupe du Monde. On a quand même des grands internationaux, mais pourquoi ils ne se reconvertissent pas dans la création des écoles de foot en RDC? Les Yaya Touré, les autres, on en a bien chez eux, Samuel Eto'o au Cameroun. Et pourquoi les grands internationaux congolais ne pensent pas avoir un... Mais ils sont interpellés, je crois, par ce qu'il y a je ne sais pas, Makelele, les autres, comment ne pensent pas? Ils sont nombreux mais le drame, c'est que même eux-mêmes, il faudra qu'on réfléchisse à la politique d'encadrement de tous ces vieux qui ont fait l'histoire de notre pays. Parce qu'il y en a qui sont en train de mourir sans vraiment... Les anciens léopards de 73. Les anciens léopards, ils sont oubliés. Voilà l'occasion de se rappeler de ce genre. Donc, parfois investir dans ce domaine, c'est un grand risque, mais aussi c'est l'honneur du pays. Bon, ils ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas aussi de moyens. Je crois que le pays devra mettre en paquet comment on peut encadrer ses compatriotes dans le pays qu'ils ont pu organiser pendant le temps qu'ils étaient actifs et comment ils peuvent aussi finir leur vie. Lorsqu'ils voient l'histoire de ceux qui ont fait la fierté de ce pays, ils se demandent s'ils ont l'avenir. D'où ils se plongent à autre chose que s'occuper aussi du reste du pays. Donc nous devons penser à la survie du pays, ce qui est un problème pour le moment. Chabani, tout ce qu'il y a autour de lui, ils sont nombreux, les noms sont tels, la liste est tellement longue que pourquoi pas ne pas organiser une grande structure des anciens des léopards de ce pays. Peut-être que de cette structure, on peut sortir naîtra des écoles ou de l'infrastructure. Voilà, mesdames et messieurs, nous entrons maintenant dans la politique, notre domaine de prédilection. Nous allons parler de la CENI. La CENI, cette fois-ci, notre rédaction vous propose une activité de cette centrale électorale et la réaction de Clément Kankou, président du MR, par rapport au fichier électoral. Le président de la CENI tourne à plein régime et ne connaît pas un moment de répit. Poursuivant avec ses consultations, Corneille Nangaa va échanger avec le vice-ministre des Congolais de l'étranger. Il était question de baliser la voie pour rendre effective la participation de la diaspora congolaise au scrutin. Il y a une commission qui est en train d'être placée pour voir dans le détail comment on va faire pour que ces compatriotes qui vivent à l'étranger puissent participer à tout le processus électoral. Et je pense que c'est dans le bon chemin et nous allons y arriver certainement. Le président de la CENI a pour se faire présenter un certain nombre de barrières à prendre en compte par le gouvernement lors de l'élaboration de la loi relative à la participation de cette catégorie des Congolais au scrutin. La loi portant identification et enrôlement des électeurs de 2004 exige encore que pour s'enrôler, on doit être sur le territoire national. Et parmi les barrières légales que nous avons soumises au gouvernement pour en faire un projet de loi, c'est entre autres la révision de cette loi et permettre à ce que les Congolais qui sont à l'étranger se fassent identifier et inscrire à l'étranger. Ça permettra à ce que nous constituions le fichier électoral avec les Congolais et des vivants au Congo et ceux de nos compatriotes vivant à l'étranger. Pour rappel, dans un premier temps, ces Congolais de l'étranger ne pourront participer qu'à la présidentielle, d'autant plus qu'il se pose un problème de délimitation des circonscriptions s'agissant des autres scrutins, informe le patron de la centrale électorale. Alors que Corneille Nangaa annonce les débuts des opérations de révision du fichier électoral, au mouvement pour le renouveau, l'on va peut-être vite en besogne. Très sceptique, Clément Kankou Bukassa exige à la CENI de définir le timing de ces opérations. Ce qui est important, c'est qu'on nous donne un chronogramme par rapport à tout ça. Il ne faut pas qu'on puisse suivre les effets d'annonce comme ça parce que les gens ont dit que le travail va commencer. Nous voulons un chronogramme, c'est-à-dire une feuille de route qui nous permettra d'évaluer les séquences ou du moins les actions qui sont menées par la CENI. Nous sommes dans une situation de confusion totale. La CENI ne nous rassure plus.
Tantôt elle fait des déclarations à l'emporte-pièce, on ne comprend plus quelle est la position réelle de la CENI. Et je crois que c'est les choses qui doivent interpeller plus d'une conscience quand nous savons que la CENI répond aux ordres de la majorité présidentielle. Lui qui tient à la tenue des élections dans le délai constitutionnel estime que seule la publication d'un calendrier électoral consensuel demeure à ce jour la priorité des priorités. Un calendrier, on espère, consensuel, ce qui nous permettra d'avoir une vision plus claire par rapport au processus électoral. Mais pour le moment, je crois que nous sommes tous dans une espèce de confusion totale créée de toutes pièces, pour ne pas dire un flou artistique. Le président national du MR reste convaincu que la tenue d'une table ronde électorale est d'une nécessité impérieuse afin de dissiper tout malentendu et de rendre possible l'élaboration d'un calendrier électoral consensuel. Jonas Chomela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, votre position par rapport au fichier électoral? Il faut le réactualiser. C'est un fichier erroné, fatigué, qui a des données qui ne peuvent pas nous donner des résultats. C'est pas fiable, selon Il n'est pas fiable, c'est ce que je veux dire. C'est un fichier qui n'est pas fiable, il faut le retravailler de telle manière à le rendre fiable. Donc, mais les drames qui se posent pour le cas de notre fichier, c'est qu'il est confronté à des problèmes du temps, il est confronté à d'autres problèmes techniques d'ordre financier, à l'absence de la volonté politique pour qu'on arrive à résoudre ce problème d'actualisation de ce fichier électoral. Donc, c'est ça le problème. Donc, notre position est claire là-dessus, il faut le nettoyer tout simplement et retrouver un fichier fiable. Vous partagez le point de vue de Clément Kankou qui dit qu'on doit donner un chronogramme pour qu'on sache quand même quand ça va se passer, comment ça va se passer, parce que selon lui, il y a un flou artistique, il y a trop d'effets d'annonce. Oui, mais il doit avoir raison, parce qu'il faudra que nous sachions que tout ce qui est déclenché là va s'arrêter à quel moment. Il ne faut pas que... de toute façon, la loi de la programmation exige à ce qu'on puisse donner le timing à chaque activité développée. Donc, ça ne doit pas être une activité qui est lancée dans un vide, on doit le savoir, il peut s'arrêter, cette activité peut s'arrêter à quelle occasion, à quel moment, de telle manière que... Parce que, M. Clément, je crois qu'il pense, c'est un politicien, il doit se positionner vis-à-vis, au regard de ce qui est en train de se développer sur le terrain pour qu'il arrive à entrer en action, parce que c'est tout ce qu'ils attendent. Donc, il faut aussi le fixer, il ne faut pas que des actions soient menées de façon sporadique, tout doit être programmé, planifié. Mais la CENI elle-même, même si elle ne le dit pas, elle est butée à des problèmes d'ordre financier, des problèmes de la volonté politique réelle, de la classe qui dirige du moins, pour l'accompagner dans ce travail-là. L'opposition n'est pas aussi un peu responsable? C'est vrai que vous dites... Oui, mais je crois que moi, je ne suis pas... Ceux qui dirigent sont responsables. On dit que si l'opposition aussi est en train de jouer un jeu double, permettez l'expression, on comprend très bien ce que veut l'opposition. On a publié un calendrier à un moment qui est global, mais ils ont dit niet. Ils ont exigé cela, mais après ils ont dit niet, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que veut l'opposition aussi et la société civile? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous prenez tout un pays en otage? Non, Paulette, sachez ceci. Même ceux qui avaient prouvé ce calendrier-là, ils avaient contesté ça à leur manière. Ils n'ont pas donné le moyen. C'est une façon de contester, très intelligente d'ailleurs. Oui, donc il n'y a pas que l'opposition, normalement si les moyens sont donnés à la CENI, je ne vois quand on a déclenché, on a donné peu de moyens, mais on a fait quand même enregistrer les candidats et députés. L'opposition a fait enregistrer aussi les candidats et députés, comme la majorité. Il était question maintenant qu'ils avancent, qu'on ait les élections. Donc il n'y a pas de problème. Tout a été bloqué par l'absence de la volonté politique parce qu'on s'est estimé que, attention, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il y a des calculs politiques qui sont derrière toutes ces opérations-là. Donc, c'est pourquoi l'impulsion majeure, je trouve moi, qu'elle doit partir de la classe qui dirige. Parce que c'est elle qui a la signature du pays, c'est elle qui a la bourse, c'est elle qui a tout ce qu'il faut pour faire avancer les choses. Donc, s'il y a un signal fort, il doit partir de là. Quand ils ont décidé de mettre en place des nouvelles provinces, tout le monde a contesté, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça veut dire qu'ils peuvent encore faire autre chose que cela. Des nouvelles provinces, nous avons maintenant des administrations où il y a des gouverneurs avec des assemblées, et nous avons des commissaires spéciaux avec des conseillers qui sont des ministres en réalité. Mais c'est là, c'est la classe qui dirige qui a pris l'option.
Mais l'opposition avait contesté, mais ils ont avancé sur ce point-là. Pourquoi ne pas le faire dans le cadre des élections? Nous avons suivi aussi le vice-ministre qui est en charge des Congolais de l'étranger, Antoine Boyemba, qui s'est battu bec et ongle pour que les Congolais de l'étranger puissent voter. C'est toujours par rapport au fichier électoral et qu'on doit réviser la loi par rapport à cela. Pour vous, les Congolais de l'étranger qui vivent à l'étranger doivent voter? Mais mon ami Nanga vient de vous le dire. Il vient de le dire très bien. Il dit qu'il faudra qu'on puisse changer la loi. Là encore, ça ne dépend pas de... oui, la loi d'identification. Oui, le patron de la CENI. La loi d'identification. Parce qu'elle ne donne pas la possibilité à ces compatriotes-là, à ce stade, de se faire enrôler ou enregistrer sur la liste électorale. Donc, il faut changer ça. Ça aussi. Faut-il aller au dialogue pour changer cette loi? C'est le Parlement. Pourquoi on ne peut pas convoquer une session extraordinaire? Parce que nous sommes dans une situation difficile pour accélérer ce nombre de choses de telle manière à baliser le chemin pour qu'on ait des élections. Ça, c'est de la volonté politique dont nous parlons. Donc le Parlement a un rôle important à jouer parce que la CENI n'avancera jamais sur ce dossier-là si elle n'a pas cette loi-là. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on met les gens qui sont techniquement bien outillés pour faire avancer le travail, mais qu'on les a mis dans des conditions politiques très difficiles pour qu'ils avancent. Là, nous sommes devant un cas qui n'a rien à faire avec la CENI, mais dont une grande responsabilité vient du Parlement et du gouvernement. Mobilisation des fonds au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, mobilisation des droits essentiels pour qu'on arrive à activer, que nos compatriotes arrivent aussi à accéder, à jouir de leurs droits. Au-delà de là, il y a les nouveaux majeurs, comme on les appelle, c'est le mot consacré, qui doivent aussi jouir de leurs droits. Donc, la loi électorale elle-même les reconnaît déjà ces droits-là et n'est pas jouir de ces droits-là, ça fait partie de l'inclusivité. De la nouvelle société civile, il y a aussi des Congolais qui ont acquis une autre nationalité, mais qui sont dans le pays, qui veulent investir. Vous, personnellement, ou ce sera la position peut-être de la nouvelle société civile congolaise, est-ce que vous êtes pour qu'on mette ce sujet tabou de la double nationalité sur la table et qu'on essaie d'en parler un tout petit peu? Mais pourquoi on doit le cacher? Le drame, c'est quoi? Que ce soit dans l'opposition comme dans la majorité, tous ils sont dans le cas, c'est comme ça que ce sujet fait l'unanimité, ils n'arrivent pas à parler. C'est là où nous disons que la classe politique parfois floue la population congolaise. Parce que là, nous sommes dans un cas où l'unanimité fait et personne dans le deux camps n'essaie de soulever cette question. Vous vous souviendrez à l'époque du président Kamere quand il était au Parlement. Un moratoire de 6 mois, maintenant c'est au-delà de 6 mois. Personne ne peut revenir sur ce dossier-là à cause de ce problème de double nationalité. Il faut que ce soit clarifié. Pourquoi c'est si sensible ce sujet-là? Mais il y a des... C'est anticonstitutionnel tout simplement? Mais écoute, dans notre pays-là, la problématique dans cette affaire, elle a trouvé dans les intérêts des gens. Les gens portent des intérêts multidimensionnels. Tantôt, quand ça barde au Congo, il devient belge. Et il vient troubler au Congo. Quand ça barde, lui, il redevient belge, il est sécurisé. Quand ça barde en Belgique, il se retrouve, non, au Congo, il faut aller chercher l'argent pour encore nourrir mes enfants qui sont restés de l'autre côté. Voilà, ces gens qui sont dans ces cas-là, tout doit être clarifié un peu sur la loi de la nationalité. De telle manière que quand vous portez une nationalité, que vous avez une responsabilité politique, c'est au nom de ce peuple-là que vous devez porter. Monsieur Obama, il n'a pas une, je ne sais pas, il n'a pas une nationalité kenyane, mais les intérêts qu'il porte, c'est des intérêts américains. Mais c'est Sarkozy, il a des origines, on a dit que je ne sais pas polonaise, voilà. Mais il porte des intérêts de la français. Donc nous aussi, des gens qui sont dans ces cas-là, c'est eux qui mettent le désordre dans le système de gouvernance de notre pays. D'où il faudra que ce soit clarifié. Mais qui doivent le clarifier? C'est eux-mêmes qui sont dans le cas. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire de meilleurs choix pour avoir de bons députés. C'est ça le travail de la nouvelle société civile. Éduquer la population pour qu'on ait des bons députés qui peuvent faire des lois impersonnelles qui n'ont rien à faire avec leur statut. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons. Edem Kodjo a rencontré Étienne Tshisekedi à Bruxelles, dans le Royaume de Belgique. Plus de détails donc dans ce condensé. Et Maître Willy Mbenza a réagi face aux propos du président sud-africain, Jacob Zuma. L'on serait tenté de parler d'une rencontre de la dernière chance pour arracher l'implication effective d'Étienne Tshisekedi au dialogue. Et pendant des heures, Kodjo et Tshisekedi ont juste analysé les possibilités devant concourir à l'organisation et au succès de ces forums. Selon un communiqué de presse de ces tête-à-tête, Étienne Tshisekedi a eu l'occasion de fixer le misère de l'Union africaine sur son attachement au respect de principes
et de textes de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président de l'IDPS a expliqué à Eden Kodjo la complexité de la problématique congolaise telle que reprise dans la feuille des routes de l'IDPS son parti. Dans son intransigeance, l'homme de l'UMT a souligné à son interlocuteur son rejet du dialogue unilatéral proposé par Joseph Kabila, son attachement au respect de la Constitution, son engagement à l'alternance démocratique au pouvoir en 2016 et sa détermination à ne pas violer le pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City. Sans oublier son engagement à ne pas trahir les aspirations légitimes du peuple congolais aux pratiques démocratiques. Du côté d'Eden Kodjo, c'est le silence radio au sortir d'une audience de près de 2 heures avec celui qui a récusé sa désignation comme facilitateur à la crise congolaise. Lui qui au départ avait toutes les bonnes raisons de croire que son échange avec le Sphinx de l'UMT allait bien marcher. N'en était-il pas le cas ce jeudi 4 février à Bruxelles, la capitale belge? La question reste suspendue aux lèvres. Le président Zuma, d'abord, il ne peut pas décider pour toute l'Afrique, il ne peut le faire que pour son pays, mais je doute que le peuple sud-africain soit d'accord avec lui. Le problème, c'est de vouloir comprendre qu'en Afrique, il n'y a que des chefs d'État qui sont des citoyens avec des droits. Tous les autres citoyens n'ont pas de droits et ils peuvent faire de ce qu'ils veulent. Le peuple sud-africain ne sera pas d'accord avec M. Zuma. C'est parce que la justice sud-africaine n'est pas plus que la justice internationale. La République sud-africaine a accepté d'adhérer au traité de Rome parce qu'elle a considéré que sa justice était lourde, insatisfaite. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit dire que cette justice-là est devenue meilleure. Mais s'ils font ça parce qu'ils sont en plein mandat, les chefs d'État, mais demain quand nous venons au pouvoir, nous reprenons les chemins de la CPI, puisque nous estimons que c'est à travers cette justice-là qu'il y a effectivement des réparations à l'endroit de ceux qui subissent des dommages de par les faits des dirigeants africains. Jonas Tchombela, question directe pour ou contre le dialogue? Vous savez, c'est une vertu. Alors, commencer par faire le choix multiple, oui ou non, ce serait une sorte d'aberration. Il y a une zone grise donc, dans ça. Voilà. Donc, c'est une vertu, ce que nous faisons avec tout là sur le dialogue. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure, le président Tshisekedi avec Eden Kodjo sur le dialogue. Donc, la nouvelle société civile, sa position est claire là-dessus. La nouvelle société civile n'est pas contre le dialogue. La nouvelle société civile dit oui. Vous voulez le dialogue? D'accord. Aujourd'hui, on a peur de dire qu'on est contre le dialogue, de peur d'être taxé d'antipatriote. Non, rassurez-vous, j'arrive. Nous disons, vous voulez le dialogue? D'accord. Deuxième chose, le respect strict, absolu de la Constitution. Ce dialogue-là doit s'inscrire dans cette logique-là. Du respect strict et absolu de la Constitution de la République. Deuxièmement, c'est un dialogue qui doit nous amener à trouver un consensus pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel d'organisation des élections tel que c'est prévu par la Constitution de la République. Déjà, du fait que nous disons qu'il faut respecter la Constitution de la République, ça ne nous dit pas de refuser de discuter avec les gens comment nous pouvons arriver à faire respecter la Constitution de la République. Donc, c'est ça la position de la nouvelle société civile congolaise. Elle vous encourage. Par rapport aux élections, nous avons, permettez-moi de répondre un peu le propos de Clément Kankou, il propose une table ronde électorale, ça peut aider, non? D'ailleurs, nous, à la nouvelle société civile congolaise, vu le blocage actuel de cette situation, dans les jours à venir, ce n'était pas ici le lien bien indiqué, nous allons prendre une initiative à nos risques et périls, de telle manière à proposer un schéma de déblocage. Et nous sommes en train de travailler maintenant depuis 2 jours et, pour proposer une idée, un débat autour de ce schéma de déblocage. Parce que nous avons l'impression que les deux camps s'affrontent, mais n'arrivent pas à montrer la direction où nous pouvons nous arrêter. Parce que nous ne pouvons pas aller tout droit vers des formes de violence
déjà avec plus de 6 millions. Est-ce que Tshisekedi qui est la clé du déblocage de cette situation? Non, parce qu'on a l'impression qu'il est campé. Lui, c'est vraiment le nom du début à la fin. Il ne peut pas mettre un peu d'eau dans son vin pour essayer. Il est constant, lui? Tshisekedi est resté constant. C'est ceux qui ont tenté de manipuler ce propos qui se rendent compte qu'il est resté le même. Parce qu'il y a des gens qui ont tenté de manipuler ses propos. Il est resté le même jusqu'aujourd'hui. Observez le cahier de charges de l'UDPS. Il est resté le même. Observez la lettre qu'il a envoyée à M. Kodio. Il reste toujours le même. Observez le dernier communiqué qui venait de publier lors de cette rencontre de Bruxelles. Il reste toujours le même. Il n'y a que des gens qui ont tenté de manipuler ses opinions pour faire croire à l'opinion qu'il veut le dialogue, alors qu'il avait posé des conditions. Comme nous, à l'université civile, nous sommes deux. Même ceux qui disent que nous ne voulons pas le dialogue, je ne vois pas un seul Congolais qui ne veut pas du dialogue. Mais il y a des Congolais qui tous ils veulent le dialogue, mais dans le respect de la Constitution de la République. Maintenant, s'il y a tentative ou de toucher la Constitution de la République, c'est ce qui fait inquiéter. Deuxièmement... Mais on peut réviser quelques articles de la Constitution. C'est prévu aussi que la Constitution peut être révisée. La Constitution, ce n'est pas la Bible. Il faut qu'il y ait un consensus autour de cela. Or, il n'y en a pas. Et le moment qui est indiqué pour qu'on en arrive n'est pas très bien indiqué pour nous, parce que là, nous nous déchirons là-dessus. Moi, je parle avec des hauts cadres de la majorité qui me disent, écoute, comme on n'a pas un consensus autour de cela, cette constitution, nous n'allons pas la toucher. Mais ça ne suffit pas, parce que les actes sur le terrain doivent accompagner ces propos pour rassurer les autres. Parce qu'il y a la méfiance entre les deux tendances. Il y a deux tendances qui se déchirent actuellement. Le pro-dialogue et ceux qui ne veulent pas du dialogue. Dans ceux qui ne veulent pas de dialogue, en réalité, ils veulent le dialogue, mais dans l'esprit de respect de la Constitution de la République. Mais eux aussi disent qu'ils n'ont pas violé la Constitution. Vous leur prêtez des intentions qui ne sont pas les leurs. Les liens là du dialogue risquent d'être transformés en un lieu où on va aller au-dessus de la Constitution. Le dialogue lui-même, son statut légal, dans les lois de la République, il tire ça où? Pour se passer outre, aller changer la Constitution. Tout le problème est là-bas. Il faut qu'il y ait quand même une certaine démarche. Et c'est là que nous allons tenter de réfléchir. Ce n'est pas vraiment indiqué. Il y a quand même des pistes de solutions qu'on peut apporter. Ce n'est pas le lieu ici que je vais tenter de faire ça, mais d'abord les consultations. Et Dame Kodjo, pour vous, était vraiment le médiateur tant souhaité. Parce que lui-même l'a dit, j'ai lu quelque part, il a dit n'est pas le facilitateur de la crise congolaise. Bah, mais encore une fois, il y a de la manipulation de l'opinion dans notre pays. Quand on voit quelqu'un venir vers chez nous, on lui colle toutes les qualités. Après tout, on se rend compte qu'il n'était pas ce qu'on le collait. C'est comme si le ridicule pouvait nous tuer. Mais il n'était pas la personne indiquée pour la RDC en principe. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et Dame Kodjo n'était pas la personne indiquée pour quand même... pas lui-même l'individu Eden, mais l'institution qu'il envoie dans notre pays. C'est une institution qui n'a pas assez de crédit dans notre pays. Il faut qu'on se le dise. Mais l'OIA, quand même, ça pèse, ça a résolu beaucoup de crises. Quelle crise l'OIA a résolu? L'UA aujourd'hui, c'est l'Union africaine. Vous aujourd'hui quitter la CPI, vous vous rendez compte du procès, par exemple, de Babo. On a l'impression que la CPI est faite seulement pour les présidents africains. Vous savez, l'Union africaine fait preuve de beaucoup de défaillances. C'est comme ça que j'ai rejoint mon ami Benza, que j'ai suivi tout à l'heure. C'est presque un central de protection de la classe qui dirige l'Afrique. Mais quand on observe au niveau de la population, il y a un problème. Regarde, nous à la Nouvelle TV, nous avons pris le courage de rappeler à Mme Zuma, en lui faisant une lettre ouverte, qui lui est parvenue d'ailleurs, pour lui rappeler les principes qui régissent la charte africaine de la démocratie et des élections et de la gouvernance. Les principes-là régissent l'Afrique. Et lui rappeler cela, envoyer un émissaire dans notre pays, il faudra d'abord que ces principes soient respectés. La constitution de Rwanda a été touchée. Or, la charte dit le contraire. A été touchée. Brazzaville, en face de nous, la constitution a été touchée. Celle de notre pays est menacée. Mais la Constitution, il faut aussi dire à la population de Nelson Mandela que la Constitution peut être révisée. Oui, la population sait. Elle le sait. Mais il y a des articles verrouillés, comme chez nous. Oui, la population, c'est parce que les gens ne savent pas, ils ont l'impression de croire que la population est ignorante. Non, elle sait que la Constitution peut être révisable. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'intention qui anime la révision de la Constitution, c'est que la population ne veut pas. Le respect de cette Constitution, c'est à quoi la population est attachée. Elle sait qu'on peut changer la Constitution. Même ceux qui disent ne touche pas la Constitution maintenant, là, ils savent qu'on peut toucher la Constitution. Mais le moment n'est pas indiqué. Pourquoi on veut toucher cette Constitution maintenant? C'est tout le problème. Il faut qu'on arrive à expliquer ce débat-là.
Donc, pour le moment, on ne dit pas à la population que la Constitution n'est pas touchable, elle est touchable, mais les moments, la période que nous traversons n'est pas une période indiquée. Il y a beaucoup de choses dans cette Constitution qu'il faut changer. Mais le temps est en train de s'égrener lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, on est déjà au mois de février. D'ici là, mars, avril, mai. Comment projetez-vous l'année 2016, Jonas Tchombela? Voilà pourquoi je vous ai promis tout à l'heure qu'une grande réflexion sera menée très bientôt, de telle manière à ce que nous puissions apporter à ce débat national un schéma qui, au regard des prises de position et des uns et des autres, qui peut nous amener peut-être à débloquer ce qui se pointe à l'horizon devant nous. Donc l'année est difficile pour le peuple congolais. Il y a deux camps qui se déchirent. Un camp qui s'en tient au respect de la Constitution, un autre qui s'en tient aussi au respect de la Constitution parce qu'elle n'est pas changée jusqu'ici, il faut l'avouer, mais elle est menacée, la Constitution de la République, par le comportement. Elle est déjà même violée par le fait qu'on ait nommé des commissaires spéciaux, et en violation des textes de la République. Ça a mis même un certain coup froid sur notre Cour constitutionnelle, parce que l'interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été vraiment autre chose que ce que nous pensions du respect de la loi. Donc nous estimons que l'année est difficile, mais il n'y a que là où il y a des hommes que le problème se pose et des possibilités de solutions sont possibles. Jonas Tchombela, il est là avec moi, il a réagi donc face au dédoublement de la nouvelle société civile et nous vous proposons l'intervention de Vital Kamere lors d'un débat sur les relations Sud-Sud. Le phénomène dédoublement des partis politiques et plateformes de la société civile en passe d'être installé à la nouvelle société civile congolaise. À en croire Jonas Tchombela, cette tentative initiée par un politique congolais vise à déstabiliser sa structure. Mais dit-il, cet homme s'est trompé de piste. Un pseudo-politicien est en train d'utiliser un juriste dans une entreprise de la place qui est en train de recruter les gens pour déstabiliser la nouvelle société civile congolaise. Nous avons tenu à dénoncer cela publiquement parce que ce plan de la déstabilisation de la nouvelle société civile nous paraît presque évident. Nous venons de l'apprendre, par exemple, au Nord Kivu, à Mbandaka. Faisons d'une pierre deux coups. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise n'a pas hésité de dire un mot sur le bilan Matata 2015. Mais c'était prévu que déjà en 2015, on atteigne 9500 écoles. Vous êtes encore à 1000. On se demande quel jour on va atteindre les chiffres. Il n'y a personne qui les avait demandé d'avancer ce chiffre-là. Et on a dit que l'amélioration du cadre macroéconomique, ça veut dire qu'il y a de la croissance. Mais c'est en même temps, quand il y a la croissance, qu'on dit qu'on n'a pas l'argent pour financer le processus électoral. Quelle contradiction! Qualifié de mitigé par les uns, positif par les autres, il revient d'accorder une particulière attention aux bénéficiaires de Kinshasa et des coins reculés de la RDC, a-t-il renchéri. L'absence de l'État. Comme d'habitude, l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, IPMED en sigle, a voulu lors de ses dîners de bas ouvrir une réflexion autour de comment repenser les relations Afrique-Méditerranée-Europe. Voilà que le président de l'Union pour la nation congolaise, compté parmi les invités de marque, a au cours de son intervention plaidé pour une révolution mentale des Africains dans ce qu'on appelle relations Nord-Sud. Pour Vital Kamere, l'Afrique doit cesser de croire que la main tombera de l'Europe. Nous devons redéfinir les paradigmes de la coopération Nord-Sud, Sud-Nord. Nous devons cesser de penser, nous, en Afrique subsaharienne, que la main tombera de l'Europe. Non, cette époque est révolue, totalement révolue. Tout est maintenant question de rapport de force. Aujourd'hui, les défis de la migration, les défis de la pauvreté, l'Afrique mal gérée pose des problèmes à l'Europe. Donc nous avons un destin commun et nous devons en prendre conscience. Et ce que vous venez de proposer là nous donne l'occasion de réfléchir ensemble pour faire face à un destin commun où le monde, finalement, les égoïsmes ou les égos des uns n'ont plus de place pour laisser la place au destin commun.
Vital Kamerhe a justifié sa thèse selon laquelle plusieurs problèmes posés en termes de défis à relever au monde ont des réponses en Afrique, à l'instar de la RDC, son pays, qui selon lui détient des réponses aux problèmes climatiques et environnementaux. En quoi l'Afrique peut-elle être utile à l'Afrique? Est-ce que l'Afrique se reconnaît elle-même? Est-ce que c'est déjà découvert? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes la destination d'aujourd'hui et de demain? La République démocratique du Congo, mon pays, si nous regardons les défis auxquels le monde fait face, le réchauffement climatique, nous sommes le deuxième pouvoir de l'humanité. Mais nous semblons ne pas les reconnaître, ne pas les revendiquer. La deuxième forêt, c'est quand même la République démocratique du Congo. Nous disons aujourd'hui qu'on parle de la faim dans le monde. Nous avons exactement la même surface cultivable que la Chine. L'Institut français de recherche économique a démontré que les terres du Congo, 120 millions d'hectares de terres arables, bien exploitées, on peut donner 1 milliard d'activités. Quel gâchis. L'eau, 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Nous sommes une puissance dans le monde. Nous devons nous réveiller. Pour le président de l'UNC, tout dépendra de la volonté et de la prise de conscience des dirigeants africains dont le leadership et la vision devraient être à la hauteur des enjeux qui se posent à l'Afrique et au monde. Jonas Tchombela, vous avez suivi une lumière, hein, Vital Kamerhe, qui parle vraiment comme un expert. Est-ce que les Africains connaissent réellement l'Afrique? C'est que nous valons réellement? J'ai tenté de suivre ce matin sur la Radio France Internationale Cheikh Anta Diop, qui dit que toutes ces richesses qui sont ailleurs, c'est d'abord des richesses. On a fait croire que ce sont des richesses des Occidentaux, alors que c'est les richesses qui ont été puisées ici chez nous. Ça veut dire qu'il faut croire à ce qui est ici chez nous. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, 30 ans après sa mort, on est en train de se souvenir de lui aujourd'hui, cet éminent intellectuel africain. Un égyptologue de renom. Hein, voilà, oui, Cheikh Anta Diop. Je crois que c'est l'occasion que nous puissions avoir une pensée pieuse pour lui. Revenons maintenant à cette question. L'Afrique doit croire. C'est la classe dirigeante de l'Afrique qui n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre comment la classe dirigeante de l'Afrique, pendant que le monde ailleurs est en train de devenir un pays, les Africains sont en train de se cramponner dans des histoires tribales, dans des histoires ethniques, dans des histoires qui n'ont rien à faire avec le développement de leurs compatriotes. Dans l'achat des armes, dans les guerres inutiles, dans les déchirements qui n'ont rien à faire, dans les guerres de leadership. C'est comme s'ils étaient éternels et qu'ils allaient dominer tous les Africains. Or, il y a une autre Afrique. Vous savez, souvenez-vous. Il y a eu l'Afrique qui a été colonisée. Cette Afrique-là est passée. Il y a l'Afrique du dictateur. Cette Afrique-là est en train de finir. Il y a une Afrique de la démocratie qui est incarnée par la jeunesse. Il faudra que les dirigeants africains tirent les conséquences, composent avec cette jeunesse parce qu'elle aspire aux valeurs universelles, liberté, démocratie, dans notre société, les règles de gouvernance, la redistribution des richesses équitable, la République où la justice est au centre et au service de tous, pas au service d'un groupe, la République, les pays africains où la justice n'est pas une justice de la classe qui dirige seulement, mais c'est la justice aussi des pauvres. Et la jeunesse africaine est en train de prendre conscience. Or, lorsque vous observez le grand pourcentage de la population africaine, avec autant de richesses, elle est faite. Mais comment on est toujours autant pauvre? Mais on a, comme l'a si bien dit Vital Kamerhe, 53% des eaux d'Afrique, c'est chez nous. Mais il y a des coins en RDC où il n'y a pas d'eau, où les gens n'ont pas d'eau potable. Comment expliquer ce paradoxe-là en République démocratique du Congo? Il ne suffit pas. Je n'entre pas dans cette guerre de chiffres. D'ailleurs, qui reste la maman qui a Bazalemba ou qui a Maloué qui ne comprendra pas très bien. Oui, mais expliquez à ce moment-là. Oui, mais c'est cela que je veux dire. Qu'il y a un grand fleuve, il y a des rivières. Parce que M. Kamerhe dit, M. Kamerhe fait partie de la crasse d'urgence de ce pays. Donc, son projet de société aussi dit quoi là-dessus? Parce que nous ne devons pas continuer éternellement à dire des chiffres
Alors que nous avions la possibilité de diriger ce pays, ou nous aurons encore la possibilité de diriger ce pays, nous ne voyons pas clairement leur projet de société. Alors là, je pense et à la classe qui dirige actuellement, et à la classe qui dirigeait hier, qui est dans l'opposition. Tous, je les mets dans le même sac. Nous devons voir les projets de société. Et c'est ça le rôle de la nouvelle société civile. Éduquer la population qu'un parti politique ne vienne devant vous s'il ne vous montre pas son agenda pour le pays. Parce que nous avons de l'eau et que nous n'avons pas l'eau, qu'est-ce que nous ferons pour avoir l'eau? Ça doit être expliqué à la population. Ce n'est pas d'haranguer les gens, ce n'est pas de faire pousser les gens à n'importe quoi, mais aussi, c'est aussi dire que moi, je ferai ça. Moi, je ne le ferai pas parce qu'en tant qu'individu, il ne fera rien. Mais une fois il a le pouvoir, comment il compte gérer ce pouvoir et comment faire accéder ses compatriotes à l'eau potable, par exemple, à l'éducation, par exemple, à l'accès des soins de santé, par exemple. Voilà autant de choses très simples que d'autres nations sont en train de résoudre et sur lesquelles nous, on patauge. Aucun projet de société. Vous savez qu'actuellement, nous sommes en train de discuter le dialogue national, le processus électoral, jusqu'à nous faire perdre le bilan d'un mandat qui est en train de se terminer. Pour que nous puissions évaluer les mandats là. Parce qu'on nous a promis des choses. Il y a quelqu'un qui a gagné le pouvoir. Parce qu'il a gagné le pouvoir, nous devons savoir il a réalisé quoi, il n'a pas réalisé quoi. Et tout le monde est silencieux là-dessus. Nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus. On ne sait plus revenir là et on va encore nous promettre, parce qu'il y a d'autres élections qui vont venir, d'autres promesses vont venir. On croit que le Congolais est naïf. Non. Voilà encore le rôle de la nouvelle société civile. Rappelez d'abord ce qui est fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, et pourquoi ceux qui pensent venir devant la population, ils ne peuvent pas venir pour... On veut enlever à cette population son droit à ce contrat social, ce droit à sanctionner positivement ou négativement. Voilà pourquoi nous faisons de la résistance contre de telles vérités que dans notre société ne passeront plus. La population congolaise, on l'a, par ce contrat incarné par la Constitution de la République, lui rappeler que tous les 5 ans, vous devez passer aux élections. Ils doivent s'habituer à ça. Nous avons suivi aussi par rapport au dédoublement c'est maintenant à la mode, dédoublement des partis politiques. Aujourd'hui, nous en sommes au dédoublement même de la nouvelle société civile. Qu'est-ce qui se passe? On vous combat ou on veut vous fragiliser? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, il n'y a que dans les pensées de ces compatriotes qui ont des plans diaboliques qu'on peut détecter. Pourquoi ils nous en veulent et pourquoi ils veulent en arriver là. Vous ne voulez pas citer le nom de ce politique qui est derrière? Je vous dis que le moment viendra. Le moment viendra. Nous avons... vous savez, le problème... politique, si on remonte à l'histoire, Jonas Tchombela, c'est une pratique qui a été déjà faite même sous la Deuxième République. Oui, il y a eu plusieurs IDPS, mais aujourd'hui... Mais on s'en réfère toujours à Etienne Tshisekedi. Ce n'est toujours pas la solution. On a dédoublé, mais on sait que c'est toujours Tshisekedi qui incarne cette volonté. On a doublé IDPS et ailleurs. Ce n'a jamais été la solution. D'ailleurs, c'est une arme de faible. Ce n'est pas une solution, ça. Le dédoublement des institutions ou comme la société civile telle qu'on est en train de le vivre actuellement. En fait, il faut que ce soit une volonté interne, mais que ça vienne d'une volonté extérieure. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on sent que tel est resté sur telle option, alors il faut le déstabiliser. Vous subissez des injonctions, on vous traque, je vous dis par exemple à l'Équateur, je dois être clair avec vous. Une décision va être prise, je crois, dans la semaine, parce que nous devons consulter notre conseil d'administration. Un groupe de gens, visiblement dans un parti politique, vont se déclarer de la nouvelle société civile congolaise, cautionnés par un politique qui est sur place. Vous voyez ça? Et nous sommes conscients de ce qui arrive. Au Katanga, le coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile se permet de prendre une position qui n'a rien à faire avec son coordonnateur qui était en mission ici à Kinshasa, qui n'a rien à faire. Et lorsqu'on suit le dossier de près, il a été financé par un politique. Et le même politique à Kinshasa, il tente de faire l'affaire, mais dommage pour lui, parce que nous avons réussi quand même à infiltrer les gens dans son appareil diabolique pour qu'on comprenne et comment l'information peut nous être remontée. Peut-être, certainement, ils sont déstabilisés actuellement. Ils vont changer les modes d'opération. Mais quand cela ne tienne, au moins,
l'opinion sait qu'il y a une main noire. Le mal de l'élite congolaise, votre inconstance, parce qu'on dira, Tshisekedi, vous l'avez dit qu'on se réfère toujours à lui, ben prenons-le comme exemple. Tshisekedi est constant dans sa position, mais c'est ça qui manque peut-être aussi à l'élite congolaise, à la classe politique congolaise. Aujourd'hui, vous êtes de la majorité, demain, quand ça ne vous plaît pas, vous basculez dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition quand vous sentez que je ne vais pas avoir quelque chose, vous êtes au gouvernement, mais on ne sait pas vous suivre. Est-ce que vous travaillez pour la population? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Vous êtes en train de rappeler là l'histoire des intellectuels congolais qui ont une grande responsabilité dans cette affaire. Je crois que Freddy Mulumba Kaboya a écrit tout un livre là-bas, La responsabilité des intellectuels congolais dans la crise que secoue notre pays. Je le demande d'aller lire ce livre. Il est en train de parler que l'élite congolaise est quand même responsable. Vous savez, chaque système d'État qui fonctionne depuis 60 jusqu'à ce jour, chaque gouvernement qui est passé a toujours ses griots intellectuels. C'est comme ça que Mbaya Kankwenda, qui a créé un livre là-dessus, chaque système a ses griots intellectuels qui donnent la forme intellectuelle du fonctionnement d'un État, alors que ça n'a rien à faire avec les intérêts de la nation. Le grand problème pour la classe politique et pour l'élite congolaise, c'est qu'on arrive à donner le sourire à la population. Comment le transformer? Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ne sont pas constants. Dans leurs convictions d'abord, ils s'engagent comme flatteurs, ils ne s'engagent pas comme des gens qui ont une conviction sur une idée, sur un programme, sur un projet et qui doivent l'accompagner jusqu'à l'aboutissement. Les gens sont dans des systèmes pour les intérêts de leur ventre, de leurs intérêts privés. C'est comme ça que je crois que ce doit être le Guatemala. C'est pas anticonstitutionnel que je sache. Oui, mais se battre aussi pour soi, c'est humain, non? Mais se battre pour soi et les autres. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir service. Je suis au service des autres. C'est-à-dire, en me rendant service, je me rends au service. Mais se rendre service seul, oubliant les autres, c'est diabolique. Même si on peut le dire, mais humainement parlant, quand vous êtes à côté des gens qui ont beaucoup d'opulence, et d'autres vivent difficilement avec $10, $1 par jour, il y a de quoi nous inquiéter. Au Guatemala, je disais, avec le risque de me tromper le pays, mais quand même, la population a compris que la classe politique, depuis plusieurs années, n'arrive pas à faire décoller les choses. C'est un comédien qui est en train d'émerger pour être président de la République. Oh là là. Oui, c'est une interpellation. Lorsqu'on commence à voir que la classe politique n'arrive pas à comprendre les choses, la population s'assumera un jour dans notre pays. Parce que là, quand quelqu'un est au bout de la misère, ce qui lui arrive, c'est la mort. Il n'a plus peur de la mort. Que faire? Prendre une décision qui peut le sauver. Nous poursuivons donc, mesdames et messieurs, 2 points de presse pour ce chapitre, celui du Premier ministre Matata Ponyo Mapon et celui de son porte-parole, Lambert Mende Omalang. Conformément au prescrit du budget 2016, le gouvernement a décaissé près de 22 millions de dollars américains ces jours au profit de la CENI. Ceci reste en conformité avec le plan de trésorerie qui avait été tracé à cet effet. Donc, le gouvernement reste soucieux du financement du processus électoral conformément à la volonté de tous les citoyens et conformément à la vision du président de la République de finaliser le processus démocratique tel que déclenché depuis 2001. Il s'agit de son premier face-à-face avec la presse de l'année 2016. Le moins que l'on puisse dire, l'homme est resté égal à lui-même, défendant bec et ongle non seulement le gouvernement, mais également d'autres institutions de la République prises à partie, selon Lambert Mende, par une frange de la classe politique. Cela va du président de la République au Parlement en passant par la CENI. Pour le gouvernement, les défis de la RDC vont bien au-delà des enjeux électoraux et nécessitent l'affirmation des options fondamentales. Cela passe par un dialogue politique inclusif. Le dialogue, comme l'a indiqué le chef de l'État, n'a d'autre objectif que d'offrir aux Congolaises et aux Congolais l'opportunité d'examiner ensemble et en pleine responsabilité les voies et moyens devant conduire à des élections libres, crédibles, transparentes
et surtout apaisée. Faire fi de cette démarche républicaine qui épouse la longue tradition d'une jurisprudence éprouvée, c'est faire le lit du sceau dans les incertitudes d'une instabilité que de puissants réseaux favorables à la balkanisation de notre pays ne manqueront pas d'instrumentaliser à leur avantage. De la reprise de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO, Lambert Mende décrit à la manipulation des faits par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix. Il rappelle que les 2 officiers mis en cause par la MONUSCO n'ont jamais été réaffectés. Il revient ici sur les conditions de la reprise de cette collaboration. Cette collaboration consistera désormais en un appui de la MONUSCO aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Nous nous sommes mis d'accord sur la communication autour des dites opérations. S'agissant du 26e sommet de l'Union africaine, le porte-parole du gouvernement a salué au nom de l'État congolais l'engagement des chefs d'État africains de lutter contre le terrorisme et de faire de la paix et de la sécurité une priorité pour le continent. Jonas Tchombela, vous avez suivi le Premier ministre qui a fait son point de presse. Et il a parlé par rapport au processus électoral. Il a dit que non, le gouvernement se soucie réellement de la poursuite de ce processus. Vous savez, le peuple congolais n'a plus besoin de discours, il faut agir. Nous demandons au Premier ministre d'agir. Les discours, nous l'avons entendu. Personne dans le gouvernement n'a dit autre chose que cela. Mais la suite a été ce que nous savons. Vous vous souviendrez que dans ce pays, le ministre de l'économie disait que chaque mois, on versait à la CENI la polémique qu'il y a eu entre la CENI et le gouvernement sur le financement du processus. Et jamais on a eu des éclaircissements jusqu'à aujourd'hui qui avait tort, qui avait raison. Vous voyez ça? Donc, le stade du discours, en ce moment précis, n'est pas bien indiqué. Il faut passer à l'action, financer le processus. C'est tout ce qui compte. Mais s'il n'y a pas d'argent, comment le gouvernement peut faire pour financer? Voilà, quelqu'un qui... Il y a la crise de matières premières, on commence à chuter, le pétrole a chuté, le cuivre, tout et tout. C'est comme un enfant, il a la maison, il demande le pain au papa, le papa dit que je n'ai pas le moyen de te nourrir, et voilà, je vais rester comme ça. Ça ne va pas fonctionner comme cela. Lorsque vous ne savez pas faire ce que vous deviez faire, il y a d'autres Congolais qui peuvent le faire mieux que vous. Ça dit tout. C'est un problème d'homme ou un problème de vision? Mais vous êtes là juste pour cela. Mobiliser les fonds. Les problèmes se poseront toujours. Les problèmes se poseront toujours. Ça, c'est votre... Les Congolais, les contribuables congolais vous payent pour cela. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas l'argent et personne ne va vous croire. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas l'argent, personne ne va vous croire. Donc, pour le moment, il faut mobiliser l'argent. C'est votre mission. Ce n'est pas la mission de tous les Congolais. C'est vous qui avez cette mission. Donc, ne demandez pas aux gens qu'il n'y a pas l'argent, nous ne pouvons rien faire. Dans ces conditions-là, on démissionne. C'est la moindre des choses. Comme ça, le président de la République peut nous trouver un Congolais d'autre qui peut l'assister dans cette mission. Parce que ces mots-là, nous ne voulons même pas l'entendre. C'est un mot qu'il faut éviter dans le langage du gouvernement. C'est notre père, le gouvernement. Il n'a pas le droit de nous dire ça. C'est nous plonger encore dans l'incertitude. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il n'y a pas l'argent. Ils doivent nous donner l'espoir et mobiliser les fonds. C'est la moindre des choses qu'on leur demande. Vous êtes aussi une élite, hein, Jonas Tchombela. Vous voyez comment les élections, ça se passe en Afrique. Moi, je pose toujours la question. Vous dites aussi souvent que le dialogue est une vertu africaine. Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose par rapport aux élections? Vraiment trouver d'autres moyens pour qu'on passe peut-être outre les élections. Parce que c'est toujours des périodes de stress. On n'a pas d'argent, les gens meurent et tout. Et pourtant, les élections, c'est quelque chose qui devait couler. Mais en Afrique, ça ne passe pas. On ne peut pas trouver autre chose. Non. Pour épargner les vies humaines, qu'on reste tranquille un peu. Mais il y a des pays en Afrique qui ont réussi à organiser des élections régulièrement sans problème. Et pourquoi chez nous, ça ne passe pas? Voilà, parce qu'il y a des gens qui estiment que le pouvoir est élastique. Et que quand on est au pouvoir, on ne sait pas faire réellement ses missions. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des pays africains qui sont en train de se débrouiller comme nous aussi, nous débrouillons. Ils arrivent à organiser les élections régulièrement. Même si nous sommes dans une phase, ce n'est pas aujourd'hui que tout va s'améliorer automatiquement très bien. Mais nous devons quand même progresser au lieu de régresser. Or, dans le cas de notre pays, on patauge.
Et par rapport au soutien de la MONUSCO, vous avez suivi Lambert Mendo Malanga. La MONUSCO n'est qu'une force d'appui, il ne doit pas tout le temps interférer dans nos affaires internes. Moi, je ne comprends pas pourquoi on en fait un problème. Parce que la sécurité des Congolais, c'est d'abord l'affaire des Congolais. Les autres nous viennent en appui. Mais c'est près de 10 ans ou 15 ans que la MONUSCO est sur notre sol. Mais à Beni, on tue encore, non? Et à Mériki, il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais on tue encore. Maintenant, c'est le phénomène enlèvement que nous n'avions pas dans notre société, qui est chaque fois, il y en a enlevé ceci, il y a un véhicule qui a été pris quelque part, des choses comme ça. En fait, qu'est-ce que je vais dire? C'est cette même communauté qui a conseillé les réformes de l'armée, des services de sécurité, de la police. Mais l'efficacité du travail dépend de cela. Pourtant, le Congo ici a des hommes et des femmes bien formés dans des académies militaires, des grandes factures, mais qu'on n'arrive pas à utiliser, par exemple. Il appartient, ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord de notre propre responsabilité congolais de protéger les hommes, les femmes, le bien et nos frontières. Les autres nations, nous viendront seulement en assistance. Si nous devons continuer éternellement à penser que la MONUSCO, elle n'est pas éternelle d'abord, mais c'est le Congolais d'abord de mettre un dispositif de sécurité de l'armée. Au lieu d'avoir un dispositif qui traque les gens, nous avons un dispositif qui peut traquer les ADF Nalou qui tuent, qui violent sur notre sol. Et c'est là impunément, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'où ça peut aller. Donc, notre dispositif de sécurité est un dispositif à repenser. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le volet juridique. Primo, l'annonce du verdict de Jean-Pierre Bemba. Deuxièmement, dépôt plainte contre Claude Machala. Et tertio, l'affaire Vano. Bientôt, la fin du suspense dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba. Le 21 mars prochain est la date choisie par la Chambre 3 de la Cour pénale internationale pour rendre son verdict. L'ancien vice-président de la RDC se trouve en face de deux cas de figure. Soit les juges vont le déclarer coupable de faits qui lui sont reprochés, soit il sera purement et simplement acquitté. À en croire le communiqué de la CPI, la chambre commise à cet effet est impartiale et ne peut condamner un accusé que si elle est convaincue que les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Quant aux parties, elles ont le droit de faire appel du jugement devant la chambre de la CPI. Pour rappel, c'est le 22 novembre 2010 que s'est ouvert le procès de l'affaire Bemba et c'est le 7 avril 2014 que s'est conclue la phase de présentation des éléments de preuve. Jean-Pierre Bemba est poursuivi de 2 chefs de crime contre l'humanité, notamment viol et meurtre, et de 3 chefs de crimes de guerre qui seraient commis en République centrafricaine en 2002 et 2003. Il serait pénalement responsable en qualité de chef militaire à l'époque. Affaire Machala, journaliste de la RTVS 1, prend une autre tournure. Ce mardi, Stani Boujakera est allé déposer une plainte contre ce cadre du PPRD. Une décision consécutive, selon lui, aux menaces dont il fait l'objet depuis quelques jours de la part de Claude Machala et qui met sa vie en danger. Je suis victime des menaces sérieuses de sa part, d'intimidation ainsi que des trafics d'influence, même injures et insultes. Monsieur Machala m'a promis le pur, tout simplement parce que j'avais émis une opinion par rapport à l'actualité de mon pays ici, en ce qui concerne notamment le respect du délai constitutionnel. Et j'ai déposé donc ma plainte et je demande à toutes les autorités de faire diligence pour que les dossiers soient fixés au plus vite, parce qu'il s'agit ici de ma dignité, de mon intégrité physique qui est en danger, de ma sécurité. Apparemment, les différentes facilitations des différentes corporations des journalistes n'ont pas réussi à régler cette affaire à l'amiable. Le concerné explique son choix de saisir la justice. Nous pensons que nous avons besoin des valeurs dans ces pays et non des anti-valeurs. C'est ce qu'on a besoin et nous luttons pour que les valeurs de notre pays soient respectées. La justice saisie, le plaignant, ensemble avec tous les journalistes, espère sur la diligence afin de départager de manière équitable les deux parties. Pourquoi nous disons que c'est un enlèvement? C'est simple. Dans notre pays, nous avons une loi. L'ordonnance c'est une ordonnance tout court, numéro 44, du 17 septembre 1969.
portant régime pénitentiaire. Vous prenez ce texte-là, il est disponible même sur l'Internet. Vous allez lire les articles 83-86. C'est là où on explique la procédure pour transférer quelqu'un. La loi dit qu'il n'y a que 2 autorités. Lisez, la loi est là, qui peuvent susciter les transferts. La première autorité, c'est le directeur de la prison, qui peut, au vu des rapports de comportement, d'indiscipline caractérisée dans les chefs d'un détenu, d'un prisonnier, considérer que sa présence constitue un trouble à l'ordre public au sein de la prison. Où il est là, il ne se soumet pas à la discipline. Où il incite les autres à s'attaquer aux autres ou au bien de la prison. Bref, il ne respecte pas la discipline. Il informe le procureur de la République du lieu où il se trouve pour dire que tel détenu, tel condamné doit quitter ici, je l'envoie dans une autre prison parce que voilà son comportement, ça. On notifie à la personne concernée qui a aussi le droit d'attaquer cette décision dès qu'il reçoit la notification. Les personnes qui sont allées, ce sont des personnes extérieures d'ailleurs à la prison, qui ne font pas partie de la prison. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise qui prône, je l'espère bien, une nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Votre réaction à chaud par rapport à ces 3 éléments? Oui, je crois que le cas du sénateur Jean-Pierre Bemba, c'est un cas qui doit interpeller la justice africaine. Il doit s'organiser de telle manière que des choses qui se commettent sur le continent africain soient jugées sur notre continent, parce que nous avons l'impression que cette justice-là, elle est une justice instrumentalisée au service de ceux qui estiment qu'il faut encore aller puiser en Afrique, alors que les mêmes crimes sont commis dans les mêmes proportions à travers le monde, mais on n'a pas le même type de prisonniers dans ce pays. Donc, le leadership africain est interpellé. Le cas de journaliste de RTVS, mon jeune frère Bougère, je pense qu'il faudra qu'on arrive quand même à moraliser la vie politique dans notre pays. Parce que ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, j'ai discuté un peu longuement avec lui. Il a tout notre soutien dans sa démarche. Encore une fois, la justice de mon pays est devant sa responsabilité. Nous allons voir comment cette justice, cette fois-ci, pourra quand même trancher cette question. Parce qu'il a choisi la voie légale. Et nous soutenons la voie légale. Nous allons suivre ce dossier de très près. Nous regrettons ce qui est arrivé. Il y a encore une journaliste de RTVS qui a été appréhendée dans les mêmes conditions, une dame à l'époque, et c'est passé encore comme cela. Je crois que la corporation elle-même, elle est interpellée. N'oubliez pas que Tchombela est journaliste, parce que beaucoup de gens le savent pas. Et je crois que ça qui touche un journaliste me touche aussi, même si je ne suis plus actif. Donc, je suis solidaire avec toute la corporation. Nous nous en référons à la justice. Ce que Maître Georges vient de dire, c'est quelque chose de déplorable. Je soutiens tout ce qu'il a dit. Nous estimons que dans notre société, il faudra que les textes soient quand même respectés. Quand vous voulez prendre un prisonnier pour le mettre dans un autre endroit, il faut respecter la législation en matière. Ce qui n'a pas été le cas. Je pense que ça ne donne pas une bonne image de notre pays. La justice qui doit fonctionner dans ces conditions-là, ça ne donne pas une bonne image du pays. Et c'est comme ça que nous sommes en train de faire ternir l'image de notre propre pays pour rien, pour des choses qui ont des solutions internes que nous devons appliquer. Même si M. Vano, parce que c'est l'honorable Vano dont il est question, s'il était subversif là où il était, la procédure exige à ce qu'on se réfère à la loi. Ce qui n'a pas été le cas. Nous déplorons ce genre de pratiques dans notre société. Espérons que ça ne pourrait plus se répéter, qu'on le remette dans ses droits. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci donc aussi à vous, mes followers, sur les réseaux sociaux qui continuent en tout cas à me soutenir et à me prodiguer des conseils, même des remarques. Merci donc à l'équipe technique, à Guy Lukoki, Maïlo, Bumba et Arasis Louba Nzoulou. Merci en tout cas une fois de plus à vous tous, mes téléspectateurs et téléspectatrices d'Info 7 et sur Congo Web Télévision. Restez branchés sur Congo Web Télévision et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.